Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Michael Kretz, je travaille à Météo France, au sein de l'École nationale de la météorologie où, j'enseigne tout ce qui est, prévision, météo. Donc j'enseigne à la fois en formation initiale, donc, auprès, de cursus de type technicien supérieur, ou, ingénieur, mais également en formation continue, hein, auprès du personnel de Météo France, auprès des prévisionnistes, hein, qui cherchent à acquérir des compétences, tout au long de leur carrière, professionnelle. Et donc effectivement, je suis très anciennement investi, dans, Météo à l'école. Donc, pour, introduire ce bilan de l'année, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, je vais vous proposer, bah, un petit quiz pour débuter. Voilà, quelques questions, rassurez-vous, ça n'engage absolument à rien. Mais, je vous laisse scanner, le QR code qui s'est affiché à l'écran. Vous avez éventuellement un code événement, si, voilà, vous voulez accéder directement, depuis un ordinateur. Donc normalement, on devrait jamais dire, voilà, lors d'une intervention, de prendre son téléphone pour scanner un QR code parce qu'après ça ouvre la voie à tout. Mais, voilà, ça va permettre, justement, bah, de faire, un petit bilan subjectif de l'année. Il y aura une première question, qui vous demandera de vous localiser sur, la carte de France. C'est toujours, intéressant, quand on commente des événements, climatiques et météorologiques et bien de voir où est situé son auditoire pour accentuer, certains éléments, hein, en fonction de l'origine du public. Et puis après quelques questions sur l'année écoulée. Donc je regarde le nombre d'inscriptions qui a cru assez rapidement et qui là semble, rester à peu près stationnaire. Donc, je vais peut-être passer, à la première question. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas pu, scanner le QR code, il faut aller sur, wooklab.com et taper le code événement, météo, MTO, école, pour rejoindre l'événement en cours de route. Allez, je passe directement donc, à la première question. Et donc, bah, voilà, si vous pouvez vous localiser, sur, cette carte. Alors par rapport à l'an dernier, j'ai ajouté l'outre-mer, voilà, puisque j'avais oublié l'outre-mer. Donc, je vous laisse, pointer votre, provenance, sur cette carte. Il n'y a pas de chronomètre, ça sera sur, les questions suivantes où il y a un petit chronomètre, histoire de pouvoir, avancer. Je peux afficher, en temps réel, les réponses. Donc on voit qu'on couvre, l'Hexagone, de manière, assez homogène. On a une bonne partie des régions qui est représentée. On voit qu'il y a aussi l'outre-mer avec la Réunion, qui était déjà là l'année dernière. Alors malheureusement cette année, j'ai pas d'illustration sur, la Réunion, je suis désolé. L'année dernière, il y avait, bah, voilà, des phénomènes assez tristes qui ont concerné, l'océan Indien. Mais là, cette année, je n'ai pas repris, j'ai pas eu le temps d'inclure, les phénomènes de l'hiver passé. Et, Bah, voilà, et donc on Mickaël, a à peu près on a quelqu'un dans oui? le chat qui précise qu'il est sur l'île Maurice, dans une école de Ah, l'AEFE. OK. Waouh, j'aurais même dû mettre le planifère alors. On va dire que c'est tout proche de la Réunion, ouais. Bah, voilà, donc on a à peu près tout le territoire représenté. Je vois, un peu la région parisienne, mais globalement, toutes les régions, c'est assez équilibré. Donc bah, ça va me permettre un peu de commenter partout. Donc 1re question, 45 secondes pour y répondre. C'est justement, bah, par rapport à notre année parce que voilà, dès qu'on parle de météo ou de climat, on a toujours, une information un peu un ressenti du temps, donc on a du subjectif qui intervient et donc là, justement, je fais appel librement à votre subjectivité et donc sur l'année écoulée, en France métropolitaine, donc la France hexagonale, comment vous la qualifiez d'un point de vue thermique cette année qui s'est écoulée, l'année 2025? Est-ce que c'est la plus chaude depuis 1900? L'une des plus chaudes depuis 1900? Est-ce qu'on peut juste dire qu'elle est plus chaude que la normale? Qu'elle est proche de la normale, pardon, plus froide que la normale? L'une des plus froides depuis 1900 ou la plus froide depuis 1900? Sachant que quand je parle des normales, c'est les normales en climat actuel sur la période 1991-2020.
Donc on peut directement, je vais directement afficher les réponses. Voilà. Donc, on retrouve, une asymétrie, logique, hein, dans vos réponses. On voit que les 2 réponses qui dominent largement, c'est l'une des plus chaudes depuis 1900, ou la plus chaude ou pardon, plus chaude que la normale. Et donc effectivement, on verra que, bah, à l'échelle du territoire, hein, l'année c'est classé, la 4e, la plus chaude. Ça s'est joué à un pouillème près pour la 3e place. Donc on va passer à la question suivante. On va directement faire toutes les questions, ça sera plus simple, d'un point de vue partage d'écran. Donc maintenant on prend du recul, on regarde dans le monde. Donc à l'échelle du monde, toujours pareil sur les normales 91-2020, cette année 2025, est-ce que c'est la plus chaude? Est-ce que c'est l'une des plus chaudes? Est-ce qu'on peut juste dire qu'elle est plus chaude que la normale? Est-ce qu'elle est proche de la normale? Est-ce qu'elle est plus froide que la normale? L'une des plus froides ou la plus froide depuis, 1900? Là maintenant, on a franchi, les frontières du territoire et on s'intéresse au monde. Parce que c'est toujours intéressant de remettre en perspective le domaine sur lequel on travaille sur un domaine plus étendu et là, en l'occurrence, ça sera le monde. Donc dans vos propositions, la majorité, c'est l'une des plus chaudes depuis, 1900. Ça n'est pas la plus chaude, effectivement. La plus chaude, ça aura été, l'année 2024, pardon. Et donc là, on se situe, sur le podium des années les plus chaudes à l'échelle du globe. Donc là, on a vu, la partie température et donc maintenant la dernière question, bah, ça va concerner les pluies sur la France. Donc, l'année 2025, l'année écoulée, est-ce que ça a été la plus pluvieuse sur le territoire, l'une des plus pluvieuse que la normale, proche de la normale, moins pluvieuse que la normale, l'une des moins pluvieuses, la moins pluvieuse? Donc on est en France hexagonale et bah, comme toujours, hein, les normales en climatologie actuellement, c'est sur la période 1991-2020. Vous avez répondu très rapidement. C'est la dernière question de la série. On peut regarder comment vos réponses se répartissent. Donc, si on regarde les pourcentages, majorité pour plus pluvieuse que la normale, suivi par proche de la normale ou l'une des plus pluvieuses et quelques réponses aussi qui marquent une année, moins pluvieuse que la normale. Donc là-dessus, sur, les pluies, il y a toujours beaucoup plus de variabilité, qu'au niveau de la température. Donc, à l'échelle du territoire, on est proche de la normale. Par contre, il y a beaucoup de disparités régionales, qui ont été présentes en 2025. Donc là, on aura l'occasion de revenir, là-dessus. Donc, bah, merci pour vos réponses, hein, qui servaient, d'introduction, à la présentation et donc, je vais, reprendre le diaporama, voilà. Heu, donc, pour, les références documentaires qui peuvent vous intéresser, bah, il y a régulièrement des bilans clim qui sont, produits par Météo France. Donc je vous ai mis le lien qui recense tous ceux de l'année, 2025. Il y a des bilans mensuels, des bilans saisonniers et le bilan, annuel. Donc tout ça est à jour via ce lien-là. Ensuite, j'ai toujours un regard très attendri puisque j'y contribue, pour, une revue qui traite de météorologie, revue qui s'appelle La Météorologie avec, bah, voilà, différents articles, scientifiques ou vulgarisés et donc, n'hésitez pas à découvrir, cette revue, hein, dont la publication est trimestrielle. Les données, sont, en accès libre intégral pour tout ce qui date de plus de 2 ans et pour ce qui date de moins de 2 ans, eh bien tous les articles et quelques éléments supplémentaires sont également, en accès libre. Donc les publications se font, bah, incessamment puisqu'il y aura un numéro en février, en mai, en août et en novembre. Donc, voilà, si vous êtes fan de météo et de climat, eh bien n'hésitez pas à aller là-dessus, vous aurez de quoi vous nourrir. Et puis, également, tiens, je me suis trompé sur le copier-coller, mais c'est pas grave. Copernicus, donc, c'est, un service, qui dépend de l'Union européenne, eh bien, réalise aussi des bilans clim réguliers et donc il y a aussi, des illustrations qui sont tirées, de ce bilan-là, dont vous avez le lien ici.
Donc au niveau de la présentation, la partie, introductive, et sur la phase, de fin, on fera le bilan, 2025 de la France et cette année, je vais pas séparer, le bilan clim des phénomènes météorologiques. J'ai inclus dans la masse quelques phénomènes météorologiques, remarquables qui se sont, produits et donc on essaiera de garder du temps pour, répondre à vos questions. Il y a quelque chose que j'avais pas développé l'année dernière, c'est justement comment on définit une température moyenne sur le territoire. Côté Météo France, on va définir ce qu'on appelle un indicateur, thermique national. Parce qu'effectivement, il y a des questions fondamentales derrière tout ça. C'est déjà comment est-ce qu'on définit une température moyenne sur un territoire? Ça peut être, il peut y avoir différentes réponses à tout ça. En parallèle, eh bien, donc qu'est-ce que la température moyenne? Ensuite, comment la déterminer? Et comment faire en sorte pour que, les techniques actuelles soient valables, dans les décennies, passées? Puisque ce qui est important aussi, c'est pas de faire le bilan à un moment donné, mais c'est de s'inscrire dans une continuité. Donc par rapport à ça, justement, la température moyenne, eh bien, c'est une vision plus simple de la variation à haute fréquence de la température. La température moyenne d'un point de vue météo, c'est défini par la moyenne entre la température minimale et la température maximale. On pourrait regarder sur une journée avec des périodes plus courtes et tout ça, mais voilà, ce serait compliqué parce que ça permet pas de remonter assez loin dans le passé. Donc on va faire tout simplement minimal plus maximal, divisé par 2. Et ensuite, quel, indicateur on va utiliser? Eh bien, c'est l'indicateur thermique, national. Vous avez une carte ici que j'ai repris, d'Infoclimat, où vous avez toutes les stations, de l'Hexagone qui servent de référence à la construction de l'indicateur thermique national. Donc ces stations, elles doivent être ouvertes depuis suffisamment longtemps, en gros depuis la Seconde Guerre mondiale et donc permettent d'avoir une longue série de données d'observation. Et donc, ce sont ces stations-là qui servent de référence depuis 1947 à avoir quotidiennement, une valeur de l'indicateur thermique, national. Voilà comment on peut définir, la température moyenne, quotidiennement sur, le territoire. C'est via cet indicateur-là. Et sur Infoclimat, vous avez cet indicateur qui est également, disponible grâce, aux données publiques. Donc vous pouvez également suivre les évolutions via le lien qui vous est proposé, sous l'image. Donc maintenant, si on regarde, l'année 2025, voilà, hein, pour, la température, hein, quand on regarde tout ça, on voit une haute fréquence, hein, beaucoup de variabilité, au niveau, de ce paramètre-là. Donc vous avez l'évolution quotidienne des anomalies de température sur toute l'année 2025. Donc on débute le 1er janvier, on finit le 31 décembre. Et donc, ces fluctuations, elles se font autour d'une moyenne glissante que vous avez ici, doublement représentée puisque d'un côté, vous aurez compris qu'il y a les températures minimales et de l'autre côté, il y a les températures maximales. Donc après, si on regarde tout ça, voilà, hein, pour voir si l'année a été plus chaude ou plus froide, il faut regarder et faire confiance à notre regard, si on veut pas faire les calculs. On voit que le rouge domine, donc voilà, l'année a été, plus chaude, que la normale, nettement plus chaude, que la normale. On retrouve, les séquences caniculaires, du mois de juin, hein, globalement le mois de juin qui a été, exceptionnellement chaud et également la canicule, du mois d'août. Et on retrouve quelques périodes froides. On en retrouve une, début mi-janvier, donc il y a à peu près 1 an, 2025. On en retrouve également, fin septembre, on en retrouve, fin novembre, qui a été ressenti, très nettement puisqu'on voit que juste avant, on était dans des valeurs records, donc il y a vraiment le toboggan qui a plongé et puis également, sur les vacances de Noël là sur fin décembre. Donc justement, on peut illustrer, voilà, par un phénomène, hein, qui s'est produit, un changement radical de temps, hein, au niveau du mois de novembre, puisque effectivement, je vais vous illustrer ça par 2 cartes météorologiques, hein, le 14 novembre et le 20 novembre, où à l'échelle du territoire, on perd à peu près 8 à 9 degrés, sur, la moyenne de température et c'est même plus que ça, puisqu'on a été même, jusqu'à 10 degrés de baisse de température moyenne sur le territoire, ce qui est, considérable, hein. C'est assez rare d'avoir une variation aussi importante et rapide des conditions, météo moyennes sur le territoire. Donc si on regarde le 14 novembre, qu'est-ce qu'on avait comme situation météorologique? Eh bien, vous avez une dépression qui est située sur le Proche Atlantique. Donc avec cette dépression qui est située sur le Proche Atlantique, ma souris tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Et donc on va retrouver des vents avec une composante sud qui arrive sur le territoire. Donc on a de l'air chaud depuis, l'Afrique du Nord, qui va franchir la Méditerranée, qui est chaude à cette époque-là et qui va aller jusqu'au niveau du territoire. Les zones nuageuses et pluvieuses, eh bien, c'est les petits symboles que l'on retrouve et elles ne sont pas sur le territoire. Donc, la majeure partie, des régions sont concernées par des conditions, sèches et donc avec cette alimentation en air très chaud. Et quelques jours après, moins d'une semaine après, eh bien, l'anticyclone qui était situé au nord a eu l'idée de se rapprocher, du territoire et avec, les dépressions qui sont situées en Europe de l'Est, eh bien, on peut tourner soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la dépression ou dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'anticyclone. On va retrouver un vent qui va d'un seul coup virer au nord. Et donc avec tout ça, on va avoir de l'air froid d'origine polaire qui va arriver jusqu'au niveau du territoire. Et là, cette fois, vraiment, l'alimentation de nord, elle remontait jusqu'au pôle. Et donc, on aura eu les premières chutes de neige qui se seront produites sur cette séquence-là, autour du 18 au 23-24 novembre. Vous avez quelques photos prises du Photolive d'Infoclimat, toujours très riche d'illustrations pour vous montrer quelques conséquences de tout cela avec des chutes de neige dans l'Orne et également en région parisienne où on voit des averses de neige. Donc on peut retourner sur des données clim, regarder à l'échelle du mois, voir comment notre variabilité peut être amoindrie en s'intéressant à une évolution mensuelle. Donc quand on regarde tout cela, bah, il y a le mois de juin qui ressort. Voilà, le mois de juin est le deuxième plus chaud de l'histoire, hein, plus 3,3 degrés par rapport à la normale. Sachant que le record, bah, maintenant commence à dater, hein, cette fameuse année 2003, avec une anomalie qui avait atteint 3,52 degrés en 2003. Sinon, on voit que globalement, la majorité des mois est en excédent thermique. Et il y a le mois de septembre, qui est un mois légèrement plus bas que la normale, surtout au niveau des températures maximales. Donc c'est plus nettement ressenti quand c'est la maximale. Et également octobre, qui est proche des normales. Sinon, on voit bien sûr que c'est le rouge qui domine. Si on essaie de spatialiser cette information pour voir si on arrive à faire des différences régionales, donc on trouve du bruit comme toujours, hein, parce qu'il y a quand même une variabilité importante à l'échelle locale en fonction des conditions de mesure de la température. Et quand on regarde la température moyenne, l'anomalie de température moyenne pour 2025 sur le territoire, eh bien on voit globalement que c'est le sud de la France qui a eu des températures plus chaudes que la normale, encore plus marquées que la moitié nord. Ce qui veut dire que cette différence de température sud-nord naturelle sur la France a été accentuée dans le cadre de l'année 2025. Et ce signal, je vous montre qu'une seule carte de température moyenne, mais on retrouve à peu près le même signal si on regarde les températures minimales et si on regarde les températures maximales, sachant que les anomalies positives sont plus fortes sur les températures maximales que sur les températures minimales pour 2025. Et on verra que justement, ça peut être expliqué par le fait que l'année 2025 aura plutôt été bien ensoleillée sur le territoire. Donc forcément, le soleil chauffe bien les sols et ensuite l'air par des processus physiques que sont la conduction et la convection en journée. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des anomalies plus marquées vers les valeurs élevées en journée. Donc on va s'intéresser à ce fameux mois de juin, hein, qui a donc été le deuxième plus chaud de l'histoire. Vous avez les anomalies de température maximale à l'échelle du territoire. On voit qu'aucune région n'a échappé aux anomalies chaudes de température, hein. On voit que c'est +3 à +5 degrés pour les températures maximales sur quasiment tout le territoire. Donc voilà, pas de grosses différences à faire. Et ce qu'on le retrouve sur ce mois de juin, c'est que c'est un mois qui a été extrêmement ensoleillé. Et comme c'est le mois, la durée du jour est la plus longue en moyenne, eh bien 30 à 40 voire 50 localement, bah, pas très loin de chez Olivier, hein, d'anomalies positives, eh bien c'est qu'effectivement, il y a vraiment eu beaucoup plus d'heures de soleil que d'habitude. Donc on arrive à l'expliquer par l'ensoleillement, mais on peut prendre un petit peu de recul et essayer aussi de l'expliquer par la situation météorologique et l'enchaînement des situations météorologiques. Donc sur cette carte, vous retrouvez l'anomalie mensuelle de pression atmosphérique réduite au niveau de la mer. Donc naturellement, à nos latitudes, on est dans une circulation d'ouest, hein, avec en moyenne un anticyclone vers les Açores et une dépression vers l'Islande. Et bien sur le mois de juin, on voit que les pressions ont été plus élevées que la normale autour des Açores et plus basses que la normale au niveau de l'Islande. Donc tout ça nous fait une anomalie de circulation d'ouest en Europe du Nord.
Par contre, au niveau de la France, on voit que les champs de pression sont plus élevés. Donc en gros, on peut dire qu'il y a eu des conditions plus anticycloniques que la normale au niveau de la France. D'où des conditions très ensoleillées. Et en saison estivale, bah forcément, si c'est plus ensoleillé, ça va devenir beaucoup plus chaud. Et probablement, bah, au niveau des précipitations, on aura un déficit de précipitations. Mais c'est pas toujours simple en situation chaude parce que les orages, eux, peuvent provoquer des pluies en très peu de temps. Donc il suffit de une ou deux situations orageuses quelquefois pour changer le signal au niveau des pluies. Donc le signal est toujours plus compliqué entre conditions anticycloniques et temps sec systématique en saison estivale. En saison hivernale, ça va être différent. Donc là, on a un lien quand même très propre entre bah, la succession des situations météorologiques et les conséquences sur le mois de juin. Donc après, on peut même s'amuser à faire des cartes sur des sites américains. Vous avez à gauche, alors j'ai pas pris la pression réduite au niveau de la mer, j'ai pris quasiment ce qu'on pourrait appeler la pression en altitude. Donc en gros, si on retrouve des valeurs chaudes, des valeurs, ouais, des couleurs chaudes, pardon, c'est que les valeurs sont plus élevées, donc la pression atmosphérique est plus élevée. Et là, je me suis mis volontairement au cœur de la canicule, de la séquence caniculaire, depuis la dernière décade de juin jusqu'à début juillet. Et de l'autre côté, j'ai mis la même anomalie de température au milieu de la troposphère, vers 5 km d'altitude, et on voit qu'il y a des anomalies très chaudes de température. Eh bien ça illustre un terme qui a fleuri, dans les médias depuis quelques années, la présence d'un dôme de chaleur. En gros, des hautes pressions en altitude vont avoir la conséquence, d'entraîner, de fortes valeurs de température. Et donc effectivement, le terme médiatique qui est ressorti, c'est dôme de chaleur. C'est pas quelque chose qu'on utilisait comme ça en météorologie, mais j'avoue que voilà, je n'y suis pas opposé parce que ça illustre effectivement, ce qu'on retrouve, une colonne chaude de température qui répond à la valeur de la pression atmosphérique. Donc effectivement, il y avait un dôme de chaleur qui était vissé sur la France et l'Europe de l'Ouest sur cette séquence, caniculaire. Et alors après, on peut même faire plein de jeux sur des sites américains. On peut même s'amuser à remonter le temps des trajectoires des parcelles d'air qui ont abouti au hasard sur Paris, en plein cœur de la canicule. Donc là, j'ai fait, tourner à l'envers, donc des trajectoires lors de la journée du 1er juillet, pardon. Et donc bah, si on regarde dans le rétroviseur, eh bien, on voit qu'il y a une partie, de la masse d'air, en gros, qui vient, d'Afrique. Donc ça illustre bien que, bah, voilà, l'air chaud a été transporté, depuis l'Afrique jusqu'au niveau de la France. Et en parallèle, si on regarde, les petits mouvements, l'échelle verticale, c'est l'altitude. Et bien ce que l'on voit, c'est, que l'altitude des parcelles d'air a plutôt tendance à descendre. Donc ça, c'est les conditions anticycloniques et c'est le dôme de chaleur. Bah, voilà, hein, ça va entraîner un mouvement descendant, un mouvement subsidant et bah, un mouvement, subsidant en météorologie, ça va générer ce qu'on appelle une compression adiabatique. Donc la compression adiabatique, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement la pompe à vélo, comme si on mettait notre doigt au bout de la pompe à vélo, on peut se faire brûler. Bah, c'est exactement ça, la compression va entraîner un réchauffement. Donc le réchauffement, il vient par le fait que la masse d'air vient du sud, mais également par le fait que la masse d'air est descendante. Voilà comment on peut expliquer la séquence caniculaire qui s'est produite à la fin du mois de juin. Et vous avez un article qui est revenu là-dessus dans la revue La Météorologie. Sur le mois d'août, autre séquence caniculaire, là, les anomalies de température sont pas distribuées de manière équitable sur tout le territoire. C'est plutôt le sud qui a bénéficié de conditions plus chaudes, 3 degrés à peu près d'anomalie sur le sud, alors que on est autour de 1 degré sur, une partie de la moitié nord. L'ensoleillement, cette fois-ci, on pourrait l'utiliser, l'invoquer pour expliquer cela. Eh bien non, ça ne marche pas. Là, cette fois-ci, il y a eu plus de soleil en anomalie, bien sûr, le rapport à la normale, sur la moitié nord par rapport à la moitié sud. Donc il faudrait chercher d'autres raisons. Donc les raisons, elles sont assez complexes. La position d'un cyclone, en fait, favorisait l'ensoleillement sur la moitié nord, mais l'alimentation thermique était plus dirigée depuis le sud, pour la moitié sud de la France, alors que pour la moitié nord, c'était pas systématique. Donc c'est pour ça. Là, ça dépendait vraiment de la position exacte de l'anticyclone qui a été présent en partie durant le mois d'août. Donc si on fait le résumé, des séquences caniculaires, des vagues de chaleur, de l'année 2025, on va en retrouver 2 sur ces diagrammes à bulles que vous connaissez peut-être. Je trouve qu'ils sont très intéressants, ils permettent vraiment de faire un résumé des différentes vagues de chaleur qui ont concerné le territoire. Donc sur l'axe des abscisses, vous avez la durée à l'échelle du territoire de la vague de chaleur.
Sur l'axe des ordonnées, vous avez l'intensité maximale de la vague de chaleur, donc le pic de la vague de chaleur. Et le diamètre des bulles, ça correspond à l'intensité de la vague de chaleur. Donc vous avez août 2003 qui est vraiment encore à l'heure actuelle, hein, la canicule qui écrase la concurrence. Mais ce que l'on peut voir, hein, c'est que nos deux séquences de 2025 se situent, surtout pour celle de juin, sur une période longue, une durée de 16 jours à l'échelle du territoire et d'intensité modérée à forte. Et donc, au-delà des séquences estivales, vous avez ici, en couleur orangée, toutes les stations météorologiques avec une agrégation, géographique, qui ont battu un record de chaleur mensuel, au moins un record de chaleur mensuel, l'année 2025. Et là, vous avez une partie spécifique aux records qui ont été battus l'été en température minimale et en température maximale. Donc voilà, hein, année la plus chaude ou pas en France, eh bien, 4e, rang. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais comme finalement décembre a été froid sur la fin de séquence, eh bien 2025 se retrouve en 4e position. Voilà, la trame de fond du changement, climatique est indéniable, hein, puisque quand vous regardez les 10 années les plus chaudes, bah, vous voyez qu'elles sont toutes postérieures à 2010 et si vous regardez les 3 plus chaudes, elles sont toutes postérieures à 2020. Donc c'est vraiment, la période récente qui est de loin la plus chaude. Donc ce qui a été publié depuis l'année dernière par Météo France, c'est, une remise dans le contexte du changement climatique. Donc c'est des cartes qu'il faut prendre le temps d'analyser, mais ça permet justement de prendre du recul et de voir sur quelle trajectoire on se situe. Donc la trajectoire, qu'on vise à long terme actuellement, c'est ce qui s'appelle la TRAC, donc la trajectoire de réchauffement de référence pour, l'adaptation au changement climatique. Donc c'est une France à +4 degrés à l'horizon, 2100 qui passe par une France à plus 2,7 degrés à l'horizon 2050. Et les flèches montrent la variabilité attendue du climat en 2100 ou en 2050. Donc quand on regarde nos 4 années récentes, eh bien on voit qu'on commence à atteindre une variabilité du climat de 2050. Donc en gros, ces températures que l'on a là, on voit qu'on est situé en gros autour ou légèrement au-dessus de la médiane enfin la, la médiane de 2050 se situe, à peu près autour des valeurs actuelles. Donc en gros, les valeurs qu'on a en ce moment seraient des valeurs normales, alors qu'on est pourtant actuellement à la 4e année la plus chaude pour 2025. Ce seraient des valeurs normales pour, 2050. Et si on regarde 2100, bah, vous voyez que là, on est vraiment sur la partie basse de la distribution. Donc une année telle que 2025 se situerait parmi les années les plus froides, à l'horizon, 2100, dans la trajectoire actuelle. Là, j'ai cité tel quel le rapport, le commentaire texte de Météo France sur cette figure-là. Donc on prend encore plus de recul. Après la France, on va dans le monde. Donc dans le monde, eh bien effectivement, on fait partie des années les plus chaudes, comme vous l'avez dit. On se situe, juste en 3e position, très proche de la 2e, position. Donc vous avez des répartitions, sur les figures du dessous, à la fois sur, la partie, R, sur la figure en bas au centre et en bas à gauche, vous avez les anomalies océaniques sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Donc on est en 3e position. À l'Europe, pareil, en Europe, c'est 3e position. On est, plus, 1,17 degrés au-dessus de la normale. Donc vous voyez que le 1,5 degré, que ce soit à l'échelle du monde ou à l'échelle de l'Europe, par rapport à l'ère pré-industrielle, est déjà atteint, sur ces 3 dernières années. Donc vous avez plusieurs causes qui sont avancées parce qu'effectivement, par rapport à notre variabilité, climatique, on voit qu'on a subi une certaine accélération ces toutes dernières années. Donc je ne vais pas avoir le temps de les décrire, mais vous les avez ici, qui sont expliquées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra y revenir, là-dessus. Et vous avez le lien en haut vers le document qui a servi de référence à cette diapositive. La visualisation mensuelle, parce qu'effectivement, en 2023, il y a eu un décroché énorme qui a été accompagné en 2024 et en 2025, on relâche un petit peu le décroché énorme qu'il y avait eu en 2023-2024. Et donc là, une vision glissante justement, pour voir quelles sont les séquences chaudes par rapport à notre climat glissant. Donc vous avez, plusieurs phénomènes qui expliquent, ces éléments-là, hein. Les séquences chaudes sont plutôt liées à l'ENSO, hein, l'oscillation, qui est présente dans le Pacifique Sud et des séquences froides sont souvent expliquées par des éruptions volcaniques, monstrueuses, hein, que sont, le Krakatoa ou le Pinatubo
ou l'inverse de l'oscillation El Niño avec la Nina au milieu des années 70. Et là, on voit bien nos 3 dernières années qui se situent vraiment dans un pic chaud par rapport au climat glissant. Donc là, ces cartes-là, voilà, c'est comment justement, le monde a pu subir du stress de chaleur ou du stress de froid et l'évolution en nombre de jours de tout cela. Donc on voit bien sûr dans ces cartes-là, eh bien plutôt, une augmentation significative sur pas mal de régions de stress lié à la chaleur, même si quelquefois sur certaines régions, il y a de la variabilité, donc on va avoir un signal contraire. Et par rapport au froid, on va retrouver, la signature de la vague de froid qui avait été encore plus intense de janvier 2025 sur les États-Unis. Mais sinon, quasiment partout, c'est une diminution, considérable du nombre de jours avec stress lié au froid. Si on fait le point au niveau des océans, 2023-2024, on était en phase positive d'El Niño, qui a en général pour conséquence, une anomalie positive à l'échelle du globe au niveau des températures des océans. Et vous avez une très belle corrélation entre les phases positives de El Niño et des anomalies positives à l'échelle du globe. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on est dans une phase qui devient neutre à négative et que le relâchement des températures chaudes de l'océan n'est que très lent. Donc là-dessus, ce que l'on regarde à l'échelle du globe, ce que l'on voit, c'est le Pacifique Nord qui reste très chaud, qui est lié à une autre oscillation, la Pacific Decennial Oscillation, la PDO, qui est en phase chaude pour le Pacifique Nord. Le Nord Atlantique aussi qui a été très chaud sur une grande partie de l'année 2025. Par contre, les océans tropicaux, le Pacifique, l'Atlantique et l'Indien, ont plutôt tendance à redescendre et à être dans des anomalies neutres ou très légèrement positives. Ce qui fait que 2025 a décroché en cours de route, fort heureusement. Au niveau des glaces, pas de surprise malheureusement. L'Arctique a atteint certains mois, par exemple, au niveau, saison, hivernale dernière, des records de basse, extension de banquise arctique et au niveau de l'Antarctique, depuis quelques années, on est sur des valeurs très basses. On pensait que l'Antarctique n'était pas concerné, mais si maintenant ça se vérifie d'année en année, la surface, de glace de mer antarctique, est également en décroissance. Au niveau pluie, je vois que le temps précipite. Variabilité, indicateur national aussi qui est disponible sur InfoClimat. Et bien ce que l'on retrouve, c'est une année à peu près normale en volume à l'échelle du territoire. Mais ça cache une très forte variabilité. On avait commencé, 2024 était très pluvieux et ça avait enchaîné avec 2025, janvier 2025 très pluvieux. Sinon, les autres mois dans l'année ont plutôt été secs. Et ça cache de grosses disparités régionales. Pour la pluie, et à 1 degré moins de la température, si vous regardez les valeurs associées, c'est très difficile de qualifier les phénomènes et en tout cas, les caractéristiques d'une année. Parce que finalement, on retrouve beaucoup d'éléments qui sont liés à la climatologie habituelle. Ce qui est le plus intéressant, c'est de raisonner en anomalie ou en rapport à la normale. Donc pour 2025, c'est le sud-est qui se retrouve en anomalie excédentaire de précipitations, alors que sur les autres régions, c'est plutôt neutre ou déficitaire. Donc il y a une variabilité également saisonnière avec ces petites vignettes. On retrouve le printemps qui globalement a été sec sur le territoire et également une partie de l'été. Donc il y a une séquence de sécheresse à l'échelle du territoire entre fin de printemps et début d'été. Et après à l'automne, vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie en anomalie quand on raisonne comme ceci en Méditerranée. Janvier 2025, voilà, très forte précipitation sur le territoire. Là encore, on peut relier climat et situation météorologique, puisqu'on voit que c'est plutôt un flux océanique qui a dû dominer, puisqu'on voit que c'est la moitié ouest qui a été concernée et tous les reliefs exposés à l'ouest. Donc quand on regarde notre carte de pression réduite au niveau de la mer, on voit plutôt des basses pressions assez sud sur l'Atlantique et des hautes pressions qui sont rejetées plus au sud, donc une anomalie de circulation d'ouest à sud-ouest. Donc j'augmente mon flux océanique et je lui donne une petite composante sud-ouest. Eh bien les Pyrénées vont servir de barrière. Et donc c'est pour cela que l'extrême sud-ouest se retrouve moins arrosé. Il y avait eu un phénomène très intéressant qui s'était produit, qui avait concerné dans son paroxysme les îles britanniques, c'était la tempête Ewin. Celle-ci s'était formée bien, en lien avec la vague de froid qui était exceptionnelle sur les États-Unis, avec une dépression qui va apparaître voilà, sur cette animation dans l'air chaud
au large des côtes américaines et qui va se transporter très rapidement sur l'Atlantique et aboutir à une violente tempête qui va traverser les îles britanniques. La France sera seulement en marge. Donc cette tempête, elle a puisé son énergie dans le contraste de température entre l'air tropical qui remontait des Caraïbes et des Antilles et l'air très très froid qui était présent au niveau des États-Unis. On peut terminer l'année avec le mois de décembre qui a été globalement sec sur le territoire. Les Bretons diront: «Ah, il a quand même commencé à pleuvoir en décembre sur l'ouest et le sud Bretagne», et les Méditerranéens rappelleront qu'il y a eu des épisodes de précipitations intenses qui ont abouti à une séquence de vigilance rouge, hein, au niveau du département de l'Hérault autour de la période de Noël. Là encore, on peut relier ça à notre situation météorologique. On retrouve une anomalie de circulation à composante sud. Donc l'air chaud méditerranéen va précipiter sur les régions concernées. Et pareil, avec une anomalie de circulation de sud, eh bien ce seront d'abord les côtes ouest et sud bretonnes qui seront concernées. On pourrait commenter l'humidité des sols, mais le temps va presser. Donc je vais rester sur cette carte générale juste pour dire, alors là c'est compliqué l'humidité des sols, hein. Vous avez un diagnostic qui est utilisé, qui s'appelle le SWI, le Soil Wetness Index, que vous avez spatialisé sur le territoire. Donc vous avez la médiane qui se retrouve ici, entre les teintes de rose et les teintes de vert. Donc on voit qu'on a débuté l'année plutôt sur des sols humides en moyenne sur le territoire. Avec printemps et été sec, eh bien, il y a eu un fort assèchement des sols et un rappel vers la normale à peu près durant l'automne et l'hiver. J'avance. Sur ces images-là, on avait commencé l'année avec des inondations malheureusement dans les Hauts-de-France. Eh bien, on voit qu'effectivement on avait des sols qui étaient saturés en eau et après on a eu une séquence sèche remarquable sur ces régions. Donc vraiment on passe d'un extrême à l'autre. Au niveau des Pyrénées-Orientales, c'est le contraire. On était très sec et on voit que petit à petit, au printemps et puis là, ces dernières semaines, on retrouve des valeurs plus proches, voire même légèrement supérieures. Un article a été publié dans la revue La Météorologie en cours d'année. Et je peux avancer, sur, bah, voilà, il y a des inondations qui se produisent en Bretagne, hein, forcément, hein, on en a beaucoup parlé dans les médias. Comme on était sur le bilan 2025, je me suis retenu, j'ai mis la carte d'humidité des sols au 31 décembre. Et bien, on voit qu'à ce moment-là, la Bretagne était neutre ou légèrement plus sèche. Donc ce sont vraiment les précipitations de janvier qui sont considérables, qui sont à l'origine directement des inondations que nous connaissons. Les sols n'étaient pas saturés en eau à ce moment-là. Et donc l'année était bien ensoleillée, vous l'avez sur cette carte-là, et plutôt sur la moitié nord par rapport à la moitié sud. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que j'avais des événements météorologiques qui étaient décrits. Vous pourrez regarder tout cela. J'avais des situations orageuses à vous montrer au niveau du printemps. Et je crois que c'était, oui, j'avais beaucoup accentué sur les orages et les cas de tornades à l'automne. Mais je vais m'arrêter maintenant. Désolé pour le petit débordement et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Michael. Donc effectivement, on va prendre un petit temps pour des questions. On va, si Olivier est d'accord, manger un petit peu. On démarrera la présentation d'Olivier vers 18h20 à peu près. On va garder 5-6 minutes pour des questions, quelques-unes. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole. Vous pouvez allumer votre micro ou sinon vous pouvez écrire votre question directement dans le chat. Après, comme j'ai présenté pas mal de cartes, hein, si il y a quelques-unes, quelques figures que vous voulez voir au ralenti, hein, n'hésitez pas également à poser la question, il n'y a pas de souci. Ouais. Une question plus de fond de Marie Voilmo. Pourquoi ces données ne suffisent-elles pas à convaincre tout le monde des changements climatiques? Ah, alors là, c'est une bonne question qui dépasse la communauté scientifique à laquelle j'appartiens, hein. Euh, c'est difficile. Alors, pour y répondre, peut-être que je peux aller directement sur une diapositive. Je vais arrêter le diaporama pour repartir de cette diapositive-là, puisqu'on voit également bah, en ce moment Donald Trump qui communique sur le sujet. Parce que voilà, le climat, c'est un champ moyen, mais ça cache une très forte variabilité et on a tous une mémoire subjective où on oriente un petit peu notre approche.
Donc effectivement, certaines personnes, qui, ne souhaitent pas entendre parler du changement climatique, eh bien elles vont chercher à communiquer, dans les périodes où on est plutôt en anomalie froide. Donc c'est le cas actuellement aux États-Unis. Mais on pourrait faire l'analogie avec la SNCF, hein, on voilà, je ne sais pas quels sont les taux de ponctualité des trains, de la SNCF, mais forcément, la majorité des trains arrivent à l'heure ou à peine en retard et finalement, on va parler que des gros problèmes. Donc voilà, comme toujours, hein, c'est assez difficile et même on le voit aussi, hein, de communiquer sur le fait que l'année a été chaude. Bah, maintenant les médias, sont beaucoup moins friands de ce type d'informations-là parce que c'est devenu normal que ce soit chaud. Donc là, c'est tout le comble de la présentation de la chose. Donc là, voilà, c'est une première réponse sur, voilà, utiliser l'information à mauvais escient, qu'une information de réchauffement se banalise, donc les médias qui transmettent aussi, qui sont vecteurs de cette information-là, bah, le transmettent un petit peu moins et puis quelquefois, c'est présenté de manière amusante en disant: «Bah, là, on est sur les terrasses en plein hiver, c'est trop bien», enfin voilà. Donc en plus, c'est présenté de manière, agréable, on va dire. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi, des climato-sceptiques qui s'emparent des données et qui en font des statistiques, qui ne sont pas forcément robustes. Là, il y a aussi, la démarche scientifique qui peut être remise, en cause, mais c'est pas simple justement de remettre en cause scientifiquement puisqu'il faut se réapproprier les données et les critiquer. Et sur les données des stations météorologiques, eh bien, le protocole de mesure a changé au fil du temps. Le meilleur exemple, ce sont les abris météo. À l'époque, ils étaient en bois, maintenant ils sont en plexiglas. Eh bien, le bois à l'époque chauffait, même s'il était pas en blanc. Donc, si on prend les données brutes de température, eh bien, à l'époque, les journées ensoleillées voyaient l'abri chauffer et donner artificiellement des températures plus chaudes. Donc, dans ces cas-là, ce qui est fondamental pour les services météorologiques, c'est que quand l'instrumentation progresse, eh bien, il faut qu'il y ait une période sur plusieurs stations météo où on a à la fois l'ancien système de mesure et le nouveau système. Comme ça permet de recoller les anciennes séries aux nouvelles séries. Voilà, j'ai fait une réponse peut-être Mmh. un petit peu longue, mais j'espère que ça Non, non, c'était répondait très à bien. la question. Merci beaucoup. On a Christophe Le Gueule qui demande une précision sur l'année 2003. Il demande si est-ce que c'est donc de confirmer si c'était pas une des années les plus chaudes du coup 2003. Eh bien donc 2003, au niveau annuel, ne fait pas partie, des années les plus chaudes. Par contre, si on regarde, la saison, estivale, l'été, eh bien sur la France, métropolitaine, sur l'Hexagone, eh bien, c'est, effectivement l'été le plus chaud, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, peut-être non, peut-être que 2022 l'a dépassé. Il faudrait que je regarde exactement les données, mais voilà, si on regarde sur la saison estivale, 2023 en tout cas se situe, parmi les années les plus chaudes. 2003 pardon. Mmh. D'accord. Pour Bon, bah, chercher merci le beaucoup. diagramme à bulles, Ouais. voilà. Ah oui, voilà, ouais. OK. Ça, ce sont des données pour l'année. Ah non, ah oui, c'est uniquement pour la vague de chaleur. Oui, d'accord. OK. Oui, OK, OK. c'est ça, ouais, la En caractérisation Ouais. des vagues de chaleur, ouais. Mmh. Et donc Eh pour ben, merci 2003, il y avait beaucoup. une canicule en juin, en juillet et surtout celle d'août. OK, ça marche. Eh bien, un grand merci encore, Michael. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas voilà, à les garder et puis potentiellement à les poser à Michael euh, tout à l'heure, hein, puisque, bon, sauf si on dépasse de trop, mais a priori, on pourra rester un petit peu après 19 heures pour ceux qui ont encore le temps pour répondre à deux, trois dernières questions. Donc, on va laisser la parole alors maintenant à Olivier Renard, qui va donc nous présenter quelques pistes pédagogiques pour utiliser la météo et l'étude du climat dans le secondaire, au collège et au lycée.